L'énigme du retour de Daniela Ferrière. Lu par Allel, à l'écoute des livres. La photo. Un homme assis devant une chaumière avec un chapeau de paysan sur la tête. Une petite fumée montant derrière lui. C'est ton père dans le marquis, m'avait dit ma mère. Les sbires du général président le recherchaient. Pourtant, si loin dans mon enfance, cette image m'apaise encore aujourd'hui. Quand j'aurai trop chaud certains midis sous ces tristes tropiques, je me souviendrai de ma promenade sur le lac gelé, près de la maison en bois où mon amie Louise Warren s'était réfugiée pour écrire. Des chats jouent sur la véranda, sans souci du temps qui passe. Leur temps n'est pas le nôtre. Ce chaton se glisse dans la pénombre de ma mémoire, soquette blanche sur le plancher de bois ciré. Je ne sais plus où j'en suis. Les souvenirs se télescopent dans ma tête. Ma vie n'est plus qu'un petit paquet humide de couleurs délavées et d'odeurs anciennes. On dirait que cela fait une éternité depuis ce coup de fil. Le temps ne se découpe plus en fines tranches de jour. C'est une masse compacte avec une densité plus grande que celle de la terre. Rien à part cet impérieux besoin de dormir. Le sommeil reste ma seule façon d'esquiver le jour et les obligations qui l'accompagnent. Je dois reconnaître que les choses se déglinguaient depuis un moment déjà. La mort de mon père achève un cycle. Tout s'est passé à mon insu. À peine ai-je su capter les signes qui annonçaient ce tourbillon que déjà il m'emportait avec lui. Des images du fond de l'enfance déferlent en vagues sur moi avec une telle fraîcheur que j'ai la nette sensation de voir les scènes se dérouler sous mes yeux. Je me souviens d'un autre détail à propos de cette photo de mon père, mais si minuscule que ma mémoire ne parvient pas à bien le cerner. Tout ce qu'il me reste, c'est le souvenir d'un moment de plaisir. Je viens de me rappeler ce qui m'avait tant fait rire quand ma mère m'avait montré la photo du maquisard en chapeau de paille. J'avais 6 ans. Juste dans le coin gauche, il y a une poule en train de picorer. Ma mère s'est longtemps demandé ce que je pouvais trouver de si drôle à une poule. Je n'arrivais pas à lui expliquer mon sentiment. Aujourd'hui, je le sais. Une poule est si vivante qu'elle bouge même sur une photo. À côté d'elle, tout semble mort. Pour ma part, le visage de mon père ne peut s'animer sans la voix de ma mère. Le bon moment. Il arrive toujours ce moment, le moment de partir. On peut bien traîner encore un peu à faire des adieux inutiles et à ramasser des choses qu'on jettera en chemin. Le moment nous regarde et on sait qu'il ne reculera plus. L'instant du départ nous attend à la porte, comme quelque chose dont on sent la présence mais qu'on ne peut toucher. Dans la réalité, il prend l'aspect d'une valise. Le temps passé ailleurs que dans son village natal est un temps qui ne peut être mesuré, un temps hors du temps inscrit dans nos gènes. Seule une mère peut tenir pareil compte. La mienne a fait pendant 32 ans sur un calendrier Esso une croix sur chaque jour passé sans me voir. Si je croise mon voisin sur le trottoir, il ne rate jamais l'occasion de m'inviter à goûter un petit vin qu'il fait lui-même dans sa cave. On passe l'après-midi à parler de la Juventus, du temps que la Juventus était la Juventus. Il connaît personnellement tous les joueurs, dont la plupart sont morts depuis un moment. Je demande à Garibaldi pourquoi il ne rentre pas au pays. Je l'appelle ainsi parce qu'il vaut un culte à Garibaldi. Le mien, dis-je, est si dévasté que j'ai mal à l'idée de le revoir. Mais vous, ne serait-ce que pour retourner au stade voir la Juventus,
Il prend le temps d'aller éteindre la télé et revient s'asseoir près de moi. Il me regarde alors droit dans les yeux pour me confier qu'il retourne chaque nuit en Italie. Garibaldi me fait venir chez lui un soir. On descend dans la cave. Le même rituel. Je dois boire ce vin maison. Je sens qu'il a quelque chose de grave à me dire. J'attends. Il se lève, va essuyer ses livres, en profite pour me montrer un portrait de D'Annunzio que l'écrivain a signé pour son père. J'ai peur qu'il ne me fasse une confidence scandaleuse. Il tenait à me dire qu'il a toujours détesté la Juventus, que son équipe, c'est le Torino FC. Comme personne ne connaît cette équipe ici et que tout le monde connaît la Juventus, il a dit Juventus en pensant Torino. C'est le drame de sa vie. Il n'y a pas une journée qu'il ne pense pas à cette trahison. S'il retourne en Italie un jour, il n'est pas sûr qu'il aura le courage de regarder ses vieux amis dans les yeux. Je ramène au pays ces cérémonies des adieux, ces dieux qui m'ont accompagné durant ce long voyage en m'empêchant de perdre la raison. Si tu connais pas le vaudou te connaît. Les visages autrefois aimés s'effacent au fil des jours de notre mémoire brûlée. Le drame de ne plus reconnaître même ceux qui nous furent proches. L'herbe repousse après l'incendie afin de camoufler toute trace du sinistre. En fait, la véritable opposition n'est pas entre les pays, si différents soient-ils, mais entre ceux qui ont l'habitude de vivre sous d'autres latitudes, même dans une condition d'infériorité, et ceux qui n'ont jamais fait face à une culture autre que la leur. Seul le voyage, sans billet de retour, peut nous sauver de la famille, du sang et de l'esprit de clocher. Ceux qui n'ont jamais quitté leur village s'installent dans un temps immobile qui peut se révéler à la longue nocif pour le caractère. Pour les 3/4 des gens de cette planète, il n'y a qu'une forme de voyage possible. C'est de se retrouver sans papier dans un pays dont on ignore la langue et les mœurs. On se trompe à les accuser de vouloir changer la vie des autres quand ils n'ont aucune prise sur leur propre vie. Si on veut vraiment partir, il faut oublier l'idée même de la valise. Les choses ne nous appartiennent pas. On les a accumulées par simple souci de confort. C'est ce confort qu'il faut questionner avant de franchir la porte. On doit comprendre que le minimum de confort qu'il faut pour vivre ici en hiver est une situation rêvée là-bas. J'avais, en arrivant, une petite valise dans laquelle je pouvais tout mettre. Ce que je possède aujourd'hui s'étale un peu partout dans la chambre. Je me demande ce qui est arrivé à cette première valise. L'ai-je oubliée dans une penderie lors d'un rapide déménagement? À l'époque, je filais en laissant sur la table l'argent du dernier mois de loyer et une fille endormie dans le lit. Je viens de voir passer Garibaldi avec son petit-fils qui le visite chaque vendredi après les classes. Il lui fait des pâtes tout en lui causant en patois. Le garçon n'a que 10 ans, mais quand on lui demande qui il déteste le plus au monde, il répond que c'est Gianni Agnelli, le propriétaire de la Juventus. Son fils n'a jamais voulu entendre parler de l'Italie, préférant le hockey pour se sentir proche du pays où il est né. Garibaldi prend sa revanche avec son petit-fils qui héritera de ses bouteilles de mauvais vin et du portrait jauni de D'Annunzio. Je crains qu'un événement si fort soit-il ne puisse jamais bousculer un homme dans ses habitudes. La décision est prise bien longtemps avant qu'on en ait véritablement conscience et pour une raison qui nous échappera toujours. L'instant du départ est si longtemps inscrit en nous que le moment où il arrive nous semblera toujours banal. Le temps des livres.
Dès que j'arrivais dans un nouvel appartement, je disposais mes bouquins sur la table, tous déjà lus et relus. Je n'achetais un livre que si l'envie de le lire était plus forte que la faim qui me tenaillait. C'est encore le cas de beaucoup de gens. Quand notre condition change, on pense qu'il en est de même pour tout le monde. J'en connais qui doivent choisir constamment entre manger et lire. Je consomme autant de viande ici en un hiver qu'un pauvre en mange en Haïti durant toute une vie. Je suis passé en si peu de temps de végétarien forcé à carnivore obligé. Dans ma vie d'avant, la nourriture était la préoccupation quotidienne. Tout tournait autour du ventre. Dès qu'on avait de quoi manger, tout était réglé. C'est une chose impossible à comprendre pour ceux qui ne l'ont pas vécu. J'ai reçu, il y a 2 ans, après le passage d'un violent cyclone en Haïti, cette lettre d'un jeune étudiant qui m'enjoignait de faire savoir aux gens de bonne volonté qui pensent envoyer de la nourriture aux sinistrés qu'il serait souhaitable que chaque sac de riz soit accompagné d'une caisse de livres, car, écrit-il, nous ne mangeons pas pour vivre, mais pour pouvoir lire. Un jour, j'ai acheté un livre sans en avoir le pressant besoin. Il est resté 3 mois sans être ouvert sur la petite table de cuisine parmi les oignons et les carottes. Aujourd'hui, je constate qu'il me reste à lire une bonne moitié de ma bibliothèque. J'attends d'être dans un sanatorium pour plonger dans les Birding Books du sévère Thomas Mann ou suivre à la trace Le Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Pourquoi gardons-nous des livres que nous ne lirons jamais? Pour Le Guépard, le nom de l'auteur à lui seul valait la dépense. J'ai oublié ce qui m'a empêché de lire le roman de Thomas Mann. Je repartirai avec une petite valise, comme celle que j'avais en arrivant ici, presque vide, pas un seul livre, même pas les miens. Ne restait qu'une brève nuit à Port-au-Prince avant de filer à Petit-Goâve pour revoir cette maison pas loin de l'ancienne guildive de mon grand-père. Plus tard, je traverserai le vieux pont rouillé pour une visite à ma grand-mère au cimetière. Je passerai bien ici le reste de mon temps à bavarder de tout et de rien avec des gens qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie. Et viendra tôt ou tard l'instant précieux où je confondrai les romans que j'ai lus avec ceux que j'ai écrits. Tout bouge sur cette planète. Vu du ciel, on voit son sud toujours en mouvement. Des populations entières montent chercher la vie au nord. Et quand tout le monde y sera, on basculera par-dessus bord. Parfois, un coup de téléphone au milieu de la nuit qui fait tout chambarder en un instant. On se perd alors dans l'agitation. Toujours plus facile de changer de lieu que de changer de vie. Je jette dans une valise 2 ou 3 jeans, 3 chemises, 2 paires de chaussures, quelques sous-vêtements, un tube de dentifrice, 2 brosses à dents, une boîte d'aspirine et mon passeport. Un dernier verre d'eau que je bois debout au milieu de la cuisine avant d'éteindre pour une dernière fois les lumières. Dans un café, je vais tête baissée sous le vent glacial jusqu'au coin de la rue. Cela fait 30 ans que j'arpente cette rue. Je connais chaque odeur. La soupe tonkinoise au bœuf saignant du petit restaurant vietnamien, chaque couleur. Les graffitis sur les murs de cet ancien hôtel de passe, chaque saveur. La fruiterie où j'achète des pommes en hiver et des mangues en été de la rue Saint-Denis. Les boutiques de vêtements ont remplacé les librairies. Les restaurants indiens, thaïs et chinois à la place des bars minables où l'on pouvait passer la journée avec une bière chaude. Je m'engouffre dans ce café étudiant au coin de la rue Ontario. La serveuse se tourne vers moi sans un sourire. Je vais m'asseoir au fond, près du calorifère.
Après un moment, elle vient prendre la commande. On entend Arcade Fire à peine. Déjeuner rapide avant de courir à la gare. Je griffonne ces notes hâtives avec de petits dessins entre les scènes pour des chansons sur le napperon de papier tout en buvant calmement mon café. Face A, scène 1. Je flâne dans les rues avec, dans ma poche, la clé de ma chambre. J'ai peur de la perdre tout en caressant l'idée, du bout de mes doigts, que tout ce que je possède se trouve en ce moment dans ma poche. Scène 2. Je croise un ami que j'ai connu à Port-au-Prince et il m'invite à venir chez lui. Sa femme me reçoit avec un sourire trop sensuel et des yeux de minuit. Je ne fais pas long feu car je ne joue pas à ce jeu. Scène 3. Je passe devant le musée où on annonce une exposition de Modigliani. J'entre sans payer. Sa vie n'est pas différente de la mienne. Petit repas, filles au long cou et vin bon marché. Scène 4. Je suis assis sur un banc du parc, juste en face de la bibliothèque. Tout à côté de moi, deux adolescents en train de s'embrasser devant un écureuil tétanisé. Les canards semblent plutôt indifférents. Scène 5. Je me fais du spaghetti à l'ail en regardant d'un œil discret un vieux film de guerre sur ma petite télé en noir et blanc. Avec cette actrice allemande, Loud, dont j'ai oublié le nom. Scène 6. De ma fenêtre, je suis cette jeune fille en robe d'été, jambes et épaules nues, jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle. Elle se retourne, sentant mon regard sur sa nuque au moment de franchir la porte. 2 jours plus tard, elle est dans ma baignoire. Face B, scène 7. Une dame bien mise me précède avenue Laurier. Elle échappe une boucle d'oreille. J'essaie de la prévenir. Elle m'ignore. Je lui mets la boucle d'oreille sous le nez. Elle me l'arrache des mains et me regarde comme si je tentais de lui voler son bijou. Scène 8, dans un bar. On discute de suicide. Je suis toujours impressionné par ce que cela prend de courage pour se donner la mort. Ce type à côté de moi me dit qu'il a déjà fait 2 solides tentatives de suicide, mais qu'il ne pourrait supporter une seule journée d'exil. Moi, c'est le contraire. Je ne crois pas pouvoir survivre à un suicide. Scène 9. Je suis à Repentigny, une petite ville de banlieue assez cossue. Des jeunes gens rêvent d'exposer un jour leurs peintures dans une galerie d'art de Montréal. Je leur conseille alors de commencer par exposer dans leur salon. Ils sont étonnés de ne pas y avoir pensé avant. J'arrive d'un pays où on est habitué à faire avec ce qu'on a. Scène 10. On est en bande et la fille que je regarde depuis un moment à la dérobée vient m'embrasser. Un baiser interminable. Son ami la regarde en souriant. On n'avait pas bu ni fumé avant. Cela a provoqué une petite explosion dans mon cerveau, ce qui a complètement changé à mes yeux les rapports entre les hommes et les femmes. À Port-au-Prince, un simple regard aurait suffi. Scène 11. Je vais dans un centre de dépannage pour travailleurs migrants, rue Sherbrooke. Si vous êtes vraiment mal pris, on vous donne 20 $ pour passer la journée. On cause politique et le type veut savoir dans quelles circonstances j'ai quitté mon pays, si on m'a déjà torturé. C'est non. Il insiste car le fait d'avoir reçu une simple gifle m'aurait valu 120 $. C'est toujours non. Au moment où je le quitte, il me glisse une enveloppe que j'ai ouverte au coin de la rue pour trouver 120 $. J'ai l'impression d'avoir gagné le 100 mètres sans avoir pris aucune drogue. Scène 12. Ce vieux qui vivait au-dessus de moi, du temps où j'habitais rue Saint-Hubert. Dès qu'il me croisait dans l'escalier, il m'obligeait à le suivre dans sa chambre pour me faire voir son album de photos
rempli de visages souriants. Pourtant, personne n'est venu le voir durant les 2 années que j'ai passées dans l'immeuble. Chanson de printemps, la première journée où l'on peut sortir sans manteau d'hiver. Je descends la rue Saint-Denis, le soleil sur ma peau. Derrière la fenêtre, givré. Je n'étais durant cet après-midi de décembre qu'une ombre derrière la fenêtre givrée, en train d'admirer l'un des spectacles les plus bouleversants de la nature. Je regardais fasciné toute cette neige qui ne cessait de tomber. Le poète Émile Nelligan a atteint l'immortalité pour avoir employé 2 fois le mot neige dans ce vers très bref. Ah, comme la neige a neigé. Gilles Vigneault, lui, pour avoir chanté Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. La gloire ici passe par la glace. Les gens du Nord semblent si fortement attirés par la mer, alors que la glace effraie ceux du Sud. La séduction de la chaleur suffit-elle à expliquer que les premiers deviennent les plus facilement colonisateurs que les seconds? Personne n'a vu comme moi tomber la neige de sa fenêtre en gros flocons d'eau. Je me suis échappé de l'île qui me semblait une prison pour me retrouver enfermé dans une chambre à Montréal. Une petite robe jaune se faufilant dans ce champ de maïs qui descend jusqu'à la rivière. Je cours derrière ma cousine. Les grandes vacances d'été, dans ma mémoire encore éblouie, c'est le chant des lavandières qu'on entend depuis la maisonnette de cet homme qui se nourrit de soupe aux escargots et assiste indistinctement à toutes les funérailles. Sous mes paupières, ces images brûlées par le soleil de l'enfance. Le temps file à une vitesse si folle qu'elle fait de ma vie un magma de couleurs. C'est ainsi que passe la nuit polaire. Cette gaieté triste me tombe dessus toujours à la même heure, au moment où les voitures allument leurs phares du soir qui balaient ma chambre, me faisant revivre les frayeurs enfantines. Je me terre dans les draps. La flèche ne me fait pas de bruit dans la nuit. La douleur se manifeste si soudainement pour ne plus vous quitter jusqu'à l'aube. Train de nuit. Dans le train, temps mou, on se laisse bercer. Me suis réveillé en sursaut quand on a croisé dans la nuit un train fantôme. Les visages livides m'ont donné l'impression que ce train remontait vers 1944. Une seconde cauchemardesque créée par cette fulguration, vitesse et lumière, et mon cerveau embrumé. Nous sommes en rase campagne. Cette lumière blafarde qui éclaire les maisons. Je les imagine agglutinés devant la télé, le vieux soupant seul dans sa chambre. Le train ne ralentira pas avant d'atteindre la prochaine ville. Buildings illuminés, des silhouettes étirées sur le trottoir. Dire que les robustes trappeurs qui vendaient des peaux de bêtes à la compagnie de la baie d'Hudson sont devenus d'élégants citadins imbibés de parfums. Cette odeur d'eau de Cologne qui ne parvient pas à dissimuler l'entêtante senteur de la forêt, mélange automnal de pluie, de feuilles vertes et de bois pourris. Ce monde végétal ne semble pourtant pas si loin. Les fameux coureurs des bois ne sont plus aujourd'hui que des téléspectateurs captifs. J'imagine que tout s'est passé en douceur. Une chaîne ininterrompue de concessions nous a conduits à ce nouveau mode de vie. Ce n'est pas différent avec les individus. La foule nous absorbe un à un. Aujourd'hui, à 56 ans, je réponds non à tout. Il m'a fallu plus d'un demi-siècle pour retrouver cette forme de caractère que j'avais au début, la force du non. Faut s'entêter, se tenir debout derrière son refus. Presque rien qui mérite un oui. 3 ou 4 choses au cours d'une vie. Sinon,
il faut répondre non sans aucune hésitation. Le grand truc dans cette Amérique protestante, c'est de faire attention à ne jamais paraître prétentieux. Individuellement, ils veulent disparaître dans les interstices de la vie, alors que, collectivement, ils trouvent légitime d'avoir une emprise sur le monde. On comprend qu'une pareille tension n'est pas toujours supportable. Vers la fin, n'y tenant plus, ils se mettent à cracher tout le fiel qu'ils gardaient si profondément enfoui en eux. Un flot de sang noir. Ils ont compris trop tard qu'il n'y avait pas de règles, ni de ciel, qu'ils s'étaient donc sacrifiés pour rien. Une vie ratée, et quelqu'un doit payer pour ça. Un plus faible sur lequel on frappera de toute sa force. Mais ce moment où ils croient avoir retrouvé leur énergie de vivre est celui de leur perte. Je m'évade un moment dans mes pensées avant de me faire rattraper par le sommeil. Une chute si douce. Dormir dans une ville pour se réveiller dans une autre.